on accueille Ophélie Bazin, qui est responsable du pôle innovation végétale à l'herbier d'Yves Rocher et qui est en charge de tous les programmes d'expérimentation, parce que l'expérimentation agronomique, elle se fait dans les instituts de recherche, dans les centres techniques, mais elle se fait aussi dans les entreprises. Donc on a souhaité donner la parole à une entreprise pour nous présenter ce qui est fait aussi au sein de l'herbier d'Yves Rocher sur ces expérimentations et les nouvelles pratiques de culture. Donc c'est à toi. Merci beaucoup, Ophélie, d'avoir accepté notre invitation et donc 20 minutes d'intervention. Merci Ali Tapmaï. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler effectivement d'agroécologie en système PPM, donc essais et pratiques chez Yves Rocher. Et pour ça, ce que je voulais vous proposer, c'est d'y aller pas à pas, donc en commençant par définir un petit peu qu'est-ce que nous, on veut dire par agroécologie, qu'est-ce qu'on veut dire par notre système en PPM, et ensuite pour arriver à détailler des essais pratiques chez nous avec plus d'informations. Alors, pour commencer, donc dans l'entreprise Yves Rocher, on cultive des plantes en bio et en agroécologie depuis un certain temps. Mais l'agroécologie, au contraire de l'agriculture biologique, n'a pas de cahier des charges. Donc en fait, chaque personne peut définir ce qu'est l'agroécologie pour son système. Pour nous, il est donc important de préciser qu'est-ce qu'on entend par agroécologie. Ici, vous pouvez voir l'agroécologie telle que définie par le High Level Panel of Experts de l'ONU, qui a défini 13 principes que je ne vais pas vous détailler parce que ce serait une conférence en soi. L'idée ici, c'est de dire que c'est une définition donc, qui engage l'ONU et qui est holistique. On voit ici, par exemple, qu'il y a à la fois un item sur la biodiversité, un item sur la participation ou sur la co-création de... J'ai de la biodiversité sur mon micro, c'est pas grave. Sur la co-création de connaissances. Du coup, l'idée là, c'est de vous présenter, nous, à l'herbier d'Yves Rocher, qu'est-ce qu'on entend par agroécologie. On a un petit peu simplifié ça. Très rapidement et de façon très communicante, pour nous, l'agroécologie, c'est l'idée de mettre notre agrosystème en harmonie avec les écosystèmes environnants. Du coup, qu'est-ce qu'on entend par les écosystèmes environnants ? On en a 3 ici, avec lesquels on essaye de se mettre en harmonie. Le premier, c'est celui de l'environnement, la biodiversité, l'agronomie, pas l'agroécologie. Ça passe par des choses qui sont assez connues, donc par exemple la réduction du travail du sol, ne pas utiliser de pesticides ou de fertilisants de synthèse, avoir des infrastructures agroécologiques sur notre système, donc ça c'est des choses qui sont assez, je pense, fluides quand on pense à l'agroécologie. Le deuxième, c'est commercial et social. L'idée, c'est que pour nous, en fait, on ne peut pas pratiquer l'agroécologie si on n'essaye pas de garantir le bien-être de toutes les personnes avec lesquelles on est en interaction. Donc pas seulement le fait qu'elles survivent, mais le fait vraiment qu'elles soient dans un état de bien-être. Donc pour prendre un exemple concret, ça commence par pas de travail des enfants, par exemple, et puis ça va jusqu'à l'accueil des personnes en situation de handicap dans notre système. Et puis le dernier écosystème avec lequel on essaye de se mettre en harmonie, c'est celui territoire et réseau. L'idée, c'est qu'on pense que c'est une erreur de se dire qu'on peut avoir une solution et faire copier-coller partout. Pour nous, il est indispensable de l'adapter à son territoire. Or, pour pouvoir adapter une solution à son territoire, il faut connaître son territoire et en faire partie positive et essayer d'être un rouage dynamique de ce territoire. Donc, on a pas mal d'énergie qui va là-dedans, dans le développement de notre territoire et de notre relation avec ce territoire en tant que grande entreprise en Bretagne. Et puis dernièrement, réseau, c'est un peu ce qu'on fait ici, mais l'idée c'est qu'on croit fondamentalement à l'intelligence collective. Donc dès qu'on crée en fait des connaissances, on va essayer de les partager, on va essayer d'aller chercher les connaissances d'autres personnes. Voilà, donc tout ça, ça représente pour nous l'agroécologie. Et pour mener cette agroécologie, on s'appuie sur 2 grands piliers. Le premier, c'est celui de la science. L'idée, c'est de se dire qu'on sait qu'on ne connaîtra et qu'on ne comprendra jamais l'intégralité de toutes les interactions qu'il y a, par exemple, rien que dans une cuillère à café de terre. En revanche, on essaye d'actionner des leviers, et pour le faire correctement, pour être sûr que le levier qu'on active a un impact qui nous intéresse, on va utiliser la méthode scientifique et des expérimentations scientifiques en agronomie.
Et puis le deuxième pilier, c'est celui de l'amélioration continue, l'idée de toujours se remettre en question. Il n'y a pas un moment où on arrivera à un système en agroécologie. On sera toujours en train de se dire que peut-être les conditions ont changé, peut-être qu'il y a des nouvelles choses à tester, peut-être qu'on peut faire mieux. Donc ça, pour nous, c'est toute la définition de l'agroécologie, rapidement. Et pour ça, on a un service parce que bon, je pense que c'est assez clair que c'est une définition quand même relativement ambitieuse. Donc on a vraiment la chance d'avoir un certain nombre de moyens à allouer à la mise en pratique tout à fait concrète de cette définition. Donc très rapidement, l'herbier dont je vous ai parlé en tout début, on a 5 pôles, dont un pôle de production où en fait on a 60 hectares en agriculture bio et du coup en agroécologie, sur lesquels on fait pousser les 9 plantes emblématiques que vous pouvez voir juste ici, dont 2 sont menées sous tunnel froid. On a également une unité de production d'hydrolat, et donc ça c'est pour le pôle production. Et ensuite, on a un jardin botanique, moi, l'innovation végétale pour faire avancer tout ce système et faire des expérimentations scientifiques en agroécologie. Et puis un pôle biodiversité et pédagogie du vivant. Ça, c'est parce que bon, la biodiversité, pour nous, c'est central dans la mise en place de l'agroécologie. Et comme je l'ai dit, en fait, l'idée, c'est que faire de l'agroécologie tout seul, bon, déjà, ça ne nous intéresse pas trop. Et en plus, ça ne marche pas trop. On essaye de parler au plus de gens possible de cette démarche pour essayer de faire ça tous ensemble. Et du coup, en fait, tout ça, ça nous permet d'être un laboratoire véritablement pour des pratiques en agroécologie. On a la chance d'avoir toutes ces ressources à disposition pour tester des choses et en espérant que d'autres personnes puissent s'en saisir ensuite. Du coup, là, je vais passer aux choses un petit peu plus pratiques. Là, c'était toute la théorie pour vous mettre bien le contexte et voir qu'on était quand même dans un contexte qui est assez singulier et spécifique, dans lequel on a pu mener ces expérimentations-là. Donc, la première, c'est une expérimentation en plein champ. L'idée, c'est qu'on a commencé en 2019 à se demander, OK, nous, on est en agroécologie, à chaque fois qu'on prend une décision, on essaye de réfléchir en agroécologie, mais comment est-ce qu'on peut objectiver le fait qu'on est réellement en agroécologie ? Comment est-ce qu'on peut s'auto-évaluer, étant donné qu'on est un système si spécifique, et par rapport à l'agroécologie ? Heureusement, la FAO, donc la branche des Nations Unies qui s'occupe de l'agriculture, a sorti un outil d'évaluation de la transition en agroécologie qui s'appelle TAPE, qu'on a donc utilisé en 2019 pour s'évaluer, et pour évaluer les points les points de force et puis surtout les points de faiblesse. On s'est rendu compte qu'un de nos points de faiblesse, c'était la synergie. Donc en effet, on est en PPAM, on n'a que des plantes cosmétiques, beaucoup sont de la même famille, les astéracées. Et on n'est pas en polyculture élevage, donc on n'avait pas d'animaux particulièrement insérés dans notre système, donc on a eu un point d'alerte là-dessus. Du coup, la réflexion, ça a été de se dire comment est-ce qu'on pourrait éventuellement intégrer plus d'animaux dans notre système sans devenir éleveur, parce que on est quand même contraint par le fait qu'on est Yves Rocher, on produit des cosmétiques et pas du lait. Et du coup, l'idée, ça a été de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas introduire, par exemple, ici, des brebis dans une culture pour faire l'entretien et du coup faire d'une pierre plusieurs coups avec l'entretien, la gestion des adventices, l'introduction d'animaux et puis éventuellement voir si ça avait un effet bénéfique sur la biodiversité et le sol. Donc là, dans notre expérimentation, on a 2 variables, c'est l'introduction d'un couvert, ici on a choisi le régras, et la présence des brebis et leur date d'introduction. Donc, pour ce faire, ici on a... Ça, j'imagine que c'est on a donc eu toute cette parcelle en culture X, ici pas de régras, ici du régras, et on a donc fait différentes modalités de façon à pouvoir distinguer l'effet des brebis par rapport à l'effet du régras. Donc avec un témoin où on faisait notre itinéraire technique habituel, un témoin sans régras mais avec des brebis, donc qui ont pu pâturer sur les adventices exclusivement. Ici, un témoin avec du régras et pas de brebis, du régras et des brebis mais plus tard dans la saison, et du régras et des brebis plus tôt dans la saison. J'espère que c'est clair jusque-là. Et donc l'idée, c'était de bien sûr mesurer l'effet sur la culture, donc la morphologie, le rendement, parce que c'est bien sûr un des caractères les plus
importants, mais pas seulement. Voir l'effet sur le contrôle des adventices, donc est-ce qu'on avait besoin de faire moins d'interventions, du coup dépenser par exemple moins de fuel, donc par rapport à nos consommations carbone, ça aide aussi. Et puis les effets sur le sol et sur la biodiversité. Est-ce que l'introduction de brebis pourrait par exemple tasser le sol ou inhiber ou renforcer la biodiversité? Donc c'est ça le concept de l'agroécologie. À chaque fois qu'on change quelque chose, on essaye d'avoir une vision holistique de la façon dont ça peut changer notre système. Pour quelques résultats, rapidement. Alors la première bonne chose, c'est que les brebis ne font pas de dommages sur notre culture. Et les brebis avec le raie grasse semblent efficacement maîtriser presque toutes les adventices. Donc ça, on a plutôt réussi dans ce sens-là. En revanche, le couvert de raie gras installé dans la culture semble entrer en compétition avec celle-ci et diminuer le rendement. Donc ça, on pense que c'est en raison d'une compétition particulièrement pour la ressource en eau. Ce qui nous a confirmé le fait que avoir un design expérimental qui permettait de diviser l'effet des brebis de l'effet du couvert était primordial. Et enfin, pour l'impact sur le sol, pour l'instant, il n'est ni positif ni négatif. Bien sûr, les évolutions sur le sol sont sur plusieurs années. Donc pour nous, la conclusion ici, c'est que l'expérimentation est à approfondir dans les années à venir, peut-être tenter avec un autre couvert ou pas de couvert du tout, voir si sur exclusivement les adventices et la flore spontanée, ça pourrait fonctionner. Voilà. Je passe à l'expérimentation suivante. Là, il s'agit d'une thèse. C'est la deuxième thèse qu'on mène dans le service, en collaboration avec le laboratoire Ecobio de Rennes 1. Alors, je vais vous épargner le nom complet. Je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. Donc, c'est une thèse qui vient de commencer, donc on en est vraiment au début. L'idée, en fait, c'est de voir de quelle façon est-ce que l'introduction synchrone ou asynchrone, donc en même temps ou en succession, de plantes, ce qu'on appelle des plantes compagnes, pour nous, ça veut dire soit des plantes de couvert, soit des plantes adventices, peut avoir un effet sur nos plantes à nous, donc les plantes cosmétiques, en communiquant au travers de la composition du microbiote dans le sol. Et on va regarder les effets sur 3 niveaux. Le premier, ça va être la morphologie de la plante. Encore une fois, le rendement, est-ce que ça l'améliore? Le deuxième, c'est sur la composition en métabolites secondaires. On est dans la cosmétique, donc on a besoin que les plantes expriment certaines molécules pour qu'elles soient efficaces dans nos produits. Donc est-ce que ça modifie cette composition-là? Et puis le troisième volet, c'est sur les pollinisateurs, l'attractivité des pollinisateurs sur nos plantes qui sont principalement des astéracées, donc principalement des plantes à fleurs attractives. Pour ce faire, on a 3 axes dans lesquels on a découpé cette question. Le premier axe, on va commencer par se demander parmi nos plantes lesquelles sont des bonnes ou des mauvaises collaboratrices avec un certain nombre de micro-organismes dont on connaît la capacité de collaboration. Parce que si on prend comme modèle une de nos plantes que nous on trouve super mais qui ne, de façon générale, interagit pas très bien avec le sol, on va avoir très peu d'effets et ça va être dommage pour nos résultats. Donc là on est en cours de cet axe 1, ça se passe en laboratoire. L'idée c'est de sélectionner une bonne plante modèle pour la suite de l'expérimentation. La suite de l'expérimentation, c'est l'axe 2. Toujours en laboratoire, on va mettre en place cette histoire de succession entre les plantes compagnes et nos plantes cibles. Donc ça veut dire que soit on va mettre une plante, ensuite la retirer et ensuite semer notre plante de cosmétique pour voir s'il y a un effet en gros du couvert, de ce qu'on pourrait imaginer être un couvert hivernal. Et ensuite mettre les deux, la plante compagne et la plante cible, dans le même environnement, voir si elles arrivent à en gros se parler au travers de leurs micro-organismes et voir les effets sur les dans les différentes catégories que j'ai énoncées. Et le troisième axe, bien sûr, ça va être de voir, comme Benjamin le disait, d'aller voir si ça fonctionne également en champ, si les résultats qu'on a obtenus en laboratoire, qu'on espère seront positifs, vont se répéter en champ. Nous, l'idée derrière ça, elle est multiple. La première, bien sûr, c'est d'essayer d'alimenter en fait, le pool de connaissances fondamentales
du monde en agronomie. Et puis le deuxième, c'est aussi de voir si on pourrait améliorer la façon dont on fait les choses. Encore une fois, amélioration continue, on se remet en question. Est-ce qu'il y a certains couverts qui pourraient avoir des effets bénéfiques, ou même est-ce que l'idée de laisser certaines adventices cohabiter au champ avec nos PPAM pourrait avoir un effet bénéfique, et est-ce qu'on pourrait trouver un moyen d'être plus en cohabitation qu'en lutte contre les adventices, qui sont quand même, je vous apprends rien, un gros problème quand on est particulièrement en bio et en PPAM. Donc cette thèse prendra fin dans 3 ans, là on est dans les premiers 6 mois, et j'espère pouvoir revenir vous parler des résultats quand elle sera finie. La troisième expérimentation dont je voulais vous parler, c'était une qui se passe sous tunnel froid. Donc, comme je vous l'ai dit, on a deux plantes parmi nos 9 plantes emblématiques qu'on cultive qui sont menées sous tunnel froid, dont une, c'est le Carpobrotus edulis. Là, l'idée, elle était double. Premièrement, en fait, au contraire de la première expérimentation que je vous ai montrée, où là, on a pris une parcelle expérimentale et on a mis en place un protocole expérimental dedans. Ici, on était en condition de production et ma collègue de la production est venue me voir en me disant, voilà, on a un problème. Cette année, on a beaucoup de tunnels de Carpobrotus. C'est très pénible à désherber. Est-ce qu'on pourrait tester quelque chose pour améliorer ça ? Bien sûr, j'ai répondu oui, on va tester quelque chose de nouveau. Et en parallèle, on était déjà conscient de tout ce qui est changement climatique et du coup des sécheresses et du caractère précieux de l'eau. Et du coup, on a essayé également de faire varier ce paramètre-là. Donc, on a pris la culture de Carpobrotus edulis et on a mis un tunnel où on avait donc à la fois changer la façon d'irriguer, c'est-à-dire qu'on est passé de ici on a c'était de la micro-aspersion, on a testé la mise en place de goutte à goutte avec un paillage qui est de géochanvre, donc c'est du chanvre compressé pour faire une bâche. Dans un deuxième tunnel, on a eu pareil, mise en place du goutte à goutte avec d'une part rien pour le témoin négatif du paillage, et d'autre part de la paille de lupin. Et enfin, un troisième tunnel où on a gardé l'aspersion et où on n'a rien mis en termes de couvert, donc là c'est vraiment le témoin de notre expérimentation, et aspersion et paille de lupin. Donc ici, les 2 variables expérimentales, c'est le paillage et l'irrigation par microaspersion ou par goutte à goutte. Les paramètres mesurés, encore une fois, c'est bien sûr l'effet sur la culture. Le Carpobrotus edulis, je ne sais pas si tout le monde voit de quoi il s'agit, c'est une plante grasse qui est assez envahissante mais qui est rampante surtout. Donc l'idée de la mettre sur un paillage, c'était pas évident. Est-ce qu'elle va réussir à s'implanter correctement ? Est-ce qu'elle va réussir à coloniser l'espace comme elle le fait d'habitude ? Mais également les bioagresseurs, voir s'il y en avait plus ou moins en fonction notamment des paillages. On avait la paille de lupin, on s'est demandé s'il y aurait un effet sur les colonies de rongeurs. Les indicateurs biologiques du sol, en sous-tunnel, c'est plus... Enfin, pour nous, en tout cas, c'est plus compliqué d'avoir un effet positif sur la vie du sol et d'ailleurs sur la biodiversité qu'en plein champ, où là, on a quand même un système qui est moins anthropisé. Enfin, la température et l'humidité du sol, et puis une analyse économique, voir si c'était viable ou pas, parce que on reste quand même contraint par ce genre de paramètres, bien sûr. Pour quelques résultats, premièrement, de nombreux aléas liés à la saison. Ça, au moment où on a eu l'arrêté sécheresse et où on a dû arrêter d'irriguer complètement, il y a forcément eu un effet sur cette expérimentation. En revanche, avant ça, dans les résultats, on a vu que à la fois et le lupin et le géochanvre étaient efficaces pour la maîtrise des adventices. Donc là, étant donné que c'était la demande de la production au départ, on était quand même assez content du résultat. En revanche, le développement de la culture sur le géochanvre a été beaucoup plus difficile, donc il semble y avoir un effet négatif du géochanvre. Le Carpobrotus a du mal à s'implanter, donc là, pour le coup, ça nous amène à repenser cette solution-là. Pour l'irrigation, le goutte à goutte a permis une économie d'eau. Ça, on s'y attendait et on est heureux d'avoir ce résultat. Et enfin, pour l'humidité, et le géochanvre et le paillage de lupin permettent de conserver mieux l'humidité, donc de faire encore plus d'économie.
Là, le dernier paramètre qui nous reste à tester, en fait, c'est au moment de la récolte qui se passe en ce moment, en fait, fin novembre. Voir si les caractéristiques cosmétiques de notre plante restent inchangées, quels que soient les paramètres qui ont varié. Et donc pour nous, pour l'instant, la conclusion, c'est que le nouvel itinéraire technique avec du goutte à goutte et du lupin semble bien fonctionner. On se demande si on ne va pas essayer de généraliser ça, et également la ficoïde, qui est notre deuxième culture sous tunnel. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que ces quelques exemples ont pu peut-être vous donner des idées. Je serais ravie d'en discuter de façon plus précise. Ce sont quelques exemples parmi les choses qu'on met en place. Il y a certaines choses qui ont déjà été mises en place pour modifier nos itinéraires techniques vers plus d'agroécologie. Ça reste un processus continu et sur lequel on essaye d'avancer chaque année pour avoir une vision toujours plus holistique de la façon dont on produit nos PPAM. Voilà, merci de votre attention.